Dans Elle s'inspire Studio, le podcast est des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Avec Amy, on entre dans un univers que beaucoup redoutent, la vente. Pas la vente agressive, celle qui demande de croire en ce qu'on propose, d'aller vers l'autre sans s'excuser et d'assumer sa valeur sans trembler. Ce mois-ci, on explore ce que ça change de parler d'argent autrement, de sortir du silence, de déconstruire les blocages et de comprendre que vendre, au fond, c'est d'abord se choisir. Je suis Marine, j'accompagne les femmes à affirmer leurs compétences avec audace, à reconnaître ce qu'elles portent déjà et à oser le montrer. Ce podcast, c'est l'endroit où ces histoires prennent voix. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Amy, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci pour l'accueil. Alors, on est ensemble pour parler d'un sujet hyper important aujourd'hui, un sujet qui reste avec de la gêne, du tabou, on n'en parle pas trop, à la fois culturellement et à la fois individuellement. Dans notre éducation, on nous a pas amené à parler beaucoup de ce sujet et pourtant, il est hyper important et il est un peu à la base de tout. Est-ce qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux nous dire qui tu es? Bien entendu, donc je m'appelle Amy, comme la chanteuse Amy Winehouse, sans le compte bancaire, sans les cordes vocales, mais vivante, c'est quand même mieux pour la suite de mon existence, c'est quand même mieux. Du coup, je suis mentor en vente et en prospection. Donc j'accompagne des entrepreneurs qui ont du mal avec ça, donc qui a du mal avec la prospection, qui ont du mal à trouver des clients, qui ont du mal à vendre leurs services en appel découvert sur le terrain en présentiel. Et donc l'idée pour moi, c'est de continuer à faire ce que je suis, à savoir rayonner le plus possible, être la plus solaire possible et aider ceux qui n'aiment pas une des casquettes qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur à finalement prendre plaisir à le faire. Comment t'en es arrivée là? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans ce domaine de la vente, de la prospection, les choses qui peuvent nous apparaître comme un peu dures, d'aller dans la négociation, de devoir assumer des prix, de devoir négocier des choses. Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette voie? Bah, dis-toi que plus jeune, j'étais très, très réservée et je me souviens d'une scène, on était je crois que c'était au mois d'avril. J'étais en train de me balader donc avec ma famille et on s'est arrêté à hauteur d'une agence de voyage et je sais pas pourquoi, j'étais en train de regarder cet agent de voyage, donc c'est une femme qui vendait des voyages à des clients. Je la regardais mais littéralement comme ça, tu vois? J'étais à la vitre en train de la regarder, me disant: «C'est incroyable ce qu'elle fait, j'arriverai jamais à parler à des gens que je ne connais pas comme elle le fait». Et c'était la première chose, tu vois, qui m'a fait ce déclic-là. Sachant que j'aimais déjà beaucoup, beaucoup voyager et que je passais quand même pas mal de temps aussi, dans les agences de voyage pour réserver les prochains billets, de la famille. Et donc ça, c'est la toute première chose qui m'a donné envie. Après, donc il y a eu les premières missions que j'ai pu faire. Alors très étrange, hein, mon premier job, c'était au McDo. C'était pas pas énorme non plus, mais c'est la première approche de vente que j'ai eue, tu vois, du service client, du sourire, de bien accueillir les gens, de leur faire passer un bon moment et j'ai bien aimé l'expérience. Du coup, j'ai renforcé en allant, faire un métier que beaucoup n'aiment pas, et qui est représenté aussi par mon casque, les centres d'appel. Téléconseillère à l'époque, téléprospectrice, donc c'était hyper challengeant et c'était tout ce que je n'aimais pas. Mais dans la vie, j'ai toujours aimé faire ce que j'aimais pas pour être plus à l'aise, tu vois? Parce que plus jeune, j'étais celle qui était dans la classe que personne ne calculait et les profs littéralement au bout de 6 mois de cours m'appelaient encore en disant: «Vous là-bas?» parce qu'ils avaient pas mon prénom, tu vois? Puisque personne ne me voyait. Donc j'en ai eu à un moment donné un peu marre de ça et je me suis dit: «Ben non, j'existe aussi, donc ce serait bien que je puisse, le montrer à tout le monde». Donc tu t'es forgée en expérimentant et en sortant de ta zone de confort, en allant vers les choses sur lesquelles tu n'étais pas forcément attirée au début. Exactement. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, cette expérience que t'aimais pas, mais que voilà, tu t'es un peu forcée, tu es un petit peu sortie de ton habitude? Beaucoup de choses. La première, ça m'a appris que j'étais capable de faire un truc que j'aimais pas. Parce que je t'avoue que, bah, je me rappelle encore d'une scène au CP où, ma maîtresse d'école, tu vois, me demandait de coller telle chose ou de faire telle mission et je disais non. Quand j'avais pas envie, le non était très facile pour moi. Tu vois, bah, un peu comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, mais je refusais pratiquement catégoriquement de faire des choses qui me plaisaient pas. C'est un des premiers trucs que ça m'a appris, c'est: «Ah tiens, finalement si, tu es quand même capable de faire des choses qui ne te plaisent pas». Et j'ai aussi remarqué que c'est beaucoup dans l'inconfort que je monte en compétence. Plus je fais des choses désagréables, plus je finis par prendre l'habitude en plus déjà, je trouve ça assez étrange, mais je finis par prendre l'habitude et du coup, ça me donne encore plus envie de faire d'autres choses. Tu vois? C'est un peu comme, la technique des petits pas, tu sais, avec la confiance en soi. Alors du coup, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet,
On l'a dit, parler d'argent, parler de négociation, c'est toutes ces, notions-là, elles sont pas, faciles. On est plutôt sur des choses qu'on évite d'aborder, sur lesquelles on passe pas beaucoup de temps. C'est souvent du coup une erreur parce que ce soit pour les entrepreneurs de bien réfléchir à leur prix pour être rentable, à leur business model, que ce soit pour les salariés de se vendre au juste prix, le bon salaire par rapport, à leurs compétences, mais aussi à ce dont elles ont besoin pour vivre. C'est du coup souvent une erreur de passer à côté de cette thématique de l'argent. Comment toi tu t'es, justement apprivoisé ce sujet? Comment tu t'es, un petit peu décomplexé par rapport à ce sujet? Comment tu en as fait une force plutôt qu'un un tabou ou une honte? Déjà, j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir des super managers, déjà, qui savaient prendre en compte, les différences de personnalité. Tu vois, on n'est pas tous très à l'aise quand il faut parler en public, on n'est pas tous très à l'aise quand il faut, approcher quelqu'un et déjà la première chose que je peux dire, c'est que j'ai eu de très, très bons managers et ça forcément, ça aide aussi à gagner confiance sur des métiers, pour lesquels on n'a pas l'habitude. Et il y a aussi une grosse prise de conscience que j'ai eue à un moment donné, surtout au tout début de mon parcours, dans les 2-3 premières années, c'est que finalement on prospecte tout le temps. On prospecte quand on va comparer un magasin à un autre avant de prendre notre décision d'achat, c'est de la prospection. On va analyser les uns et les autres avant de prendre une décision. Quand tu vas chercher un emploi et que tu envoies 120, 130, 140 candidatures, c'est de la prospection aussi. Tu démarches des entreprises avec l'intention de décrocher le poste. Parfois, tu relances. Il y en a certains qui le font aussi, qui vont appeler, qui vont aller sur place ou qui vont renvoyer des mails après la candidature. Ou des fois, tu sais, tu passes par le site de l'entreprise, tu passes par le site annonceur, tu passes par plusieurs moyens. C'est de la prospection aussi. Tu vas essayer d'ouvrir les portes autant que tu puisses le faire. Et au final, en fait, quand j'ai eu cette prise de conscience, je me suis rendu compte que la prospection, c'était tout simplement aller chercher ce qu'on a envie d'avoir. Et on le fait plus ou moins indirectement chacun. Tu vois, là, je peux parler des ongles aussi. Tu vois, quand tu vas avoir des beaux ongles, tu vas les comparer chez l'une, chez l'autre, et puis encore chez une autre, jusqu'à ce que tu te décides. Et ce qui va faire la différence, ça va être le feeling, le prix, l'échange que tu vas avoir avec la personne. Mais tu sais ce que tu veux, mais tu vas voir avec qui tu vas le bosser. Et pour moi, c'est important de se rendre compte de ça. Et tu vois, ça a été un gros déclic pour moi. Et je me suis rendu compte que finalement, autant qu'on soit une femme ou un homme, et à plus forte raison, nous les femmes, il faut qu'on affirme cette position-là, qu'on ose aller chercher ce qu'on veut et qu'on ose finalement, qu'on ne bégaye pas quand il faut annoncer un prix, quand il faut annoncer un salaire, etc. Très important. Et alors comment on structure notre prospection? Comment on prend les choses dans le bon ordre pour atteindre l'objectif qu'on se fixe? Alors j'ai une très bonne méthode, en tout cas c'est une méthode que j'aime beaucoup qui s'appelle le QQOQCP que tout le monde connaît, où CQQ c'est occupé, donc qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, que j'utilise pour expliquer la prospection et je trouve que c'est un des moyens les plus simples. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches pourquoi tu vas prospecter, quel intérêt réel tu as à faire ça, qui tu vas contacter, où, combien de temps, quand est-ce que tu vas le trouver, combien d'énergie tu vas mettre. Je trouve que c'est les meilleurs moyens pour structurer ta prospection de A à Z. Donc en général, tu vois, j'anime régulièrement des masterclass sur le sujet. Je commence toujours par ça. Par qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, pour que ça soit clair dans l'esprit des gens et c'est le meilleur moyen de structurer. Parce que si tu démarches sans savoir qui tu vas chercher, ça va être compliqué. Si tu démarches sans savoir ce que tu vas dire, c'est pareil. Si tu démarches sans savoir où trouver ton prospect, c'est pareil. Donc tu vois, si je devais résumer la prospection, je dirais, faudrait déjà commencer par savoir à qui tu veux t'adresser et quelle est l'offre finalement que tu as créée pour ces personnes-là. Donc si tu as un persona ou si tu as une cible, on commence par ça. Et pareil, si tu veux chercher un emploi, donc on commence par le secteur, dans quel secteur d'activité tu veux bosser, quel type de poste tu veux faire. On commence par là. Ensuite, on va surtout, et ça c'est un des points les plus importants, aller les chercher là où ils sont. Tu vois, parce que souvent les prospects ont ce qu'on appelle des douleurs ou des pain points. Donc ils ont un besoin spécifique ou une douleur et ils ont besoin de résoudre ce problème ou en tout cas de soigner cette douleur. Donc la première chose qu'ils vont faire, c'est aller chercher des solutions. Et ben c'est aux endroits où ils vont chercher qu'il faut se positionner. Super. Alors une fois qu'on a un petit peu les grandes lignes, la grande marche à suivre, toi tu dirais qu'il faut développer quoi comme compétences pour finalement se sentir à l'aise sur cette démarche de prospection? Je pense que alors ça va dépendre selon qu'on soit entrepreneur ou salarié, mais je dirais déjà dans les 2 cas, s'assumer tel qu'on est. C'est la première chose que je dirais. Quand tu es entrepreneur, tu as créé tes offres, tu as une expertise parfois de plusieurs années. La première des choses, c'est déjà d'assumer ça.
Tu as 10, 15, 20 ans, même 5 ans ou 2 ans d'expérience, c'est très bien, c'est mieux que zéro. On commence avec ça et on accepte finalement de fixer des prix et de les assumer jusqu'au bout. Pareil quand on est salarié ou quand on cherche un emploi, c'est pas parce que ça fait 3, 4, 5, 6 mois, 8 ou 10 mois que tu cherches un emploi et que tu as pas trouvé que ton expertise tombe à zéro. Ou que ton talent et tes compétences tombent à zéro. Pas du tout. Elles sont encore là, il faut juste remonter sur le vélo et ça reviendra tout seul, mais tout est encore là. Donc la première chose que j'ai envie de dire, moi en tout cas, c'est s'affirmer et finalement accepter où on est, même si c'est pas confortable, ça reste mouvant comme un peu tout dans la vie. Donc c'est une stature qu'on a en ce moment, mais ça va bouger et la première chose à faire, c'est s'assumer pleinement avant de se lancer. Donc quand tu dis s'assumer, c'est, connaître ses compétences, connaître ses savoir-être, ses savoir-faire, savoir de quoi on est capable et savoir ce qu'on veut pour pouvoir mélanger ça et être, au clair quand on va se présenter. Exactement. Tu vois, moi, ça fait 18 ans aujourd'hui que je suis commerciale et je continue encore à prospecter pour ma propre activité. Quand je le fais, la première chose que je fais, c'est que je me prends un grand tableau, tu vois, tu le vois pas, il est derrière moi. Enfin, il est derrière moi, il est de l'autre côté, mais j'ai un grand tableau, tu vois, avec des feutres effaçables où je m'écris toutes les compétences que j'ai. Ça fait 18 ans que je fais ce métier. J'ai aidé tant et tant de personnes à gagner tant d'argent. J'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça. Pourquoi? Parce que on a souvent tendance à se dire: «Ah mais zut, il va pas me répondre, ou je vais pas réussir à avoir ça, ou ça va pas fonctionner pour moi, ça fait des mois que j'arrive pas». Enfin, on a ce réflexe, tu vois, de la négativité que j'essaye de débunker quand je dois commencer à faire quelque chose de challengeant, comme la prospection. Donc je me rappelle tous mes points forts. Parfois c'est inconfortable, je me dis: «Ouh là là, je serais pas un peu en train de devenir condescendante là?» Tu vois, quand tu vois que la liste est longue, ça fait plaisir, mais tu t'en rends pas toujours compte et du coup, je la lis et je la relis et puis je fais un petit peu de manifestation aussi en me disant: «C'est bon aujourd'hui, ça va décrocher du client, ça va fonctionner» et après je fonce quels que soient les résultats. Et alors concrètement, quand par exemple, la prospection téléphonique, ça fait peur, quand on se dit qu'on n'a pas le réseau qu'il faut pour atteindre l'objectif, qu'on s'est fixé dans ce secteur-là ou dans ce niveau d'expertise-là et cetera. Quelles compétences concrètes, nous, on peut mettre en place, activer pour dépasser, finalement ces peurs, ces petits biais qui viennent en croyances limitantes? Alors la première des choses, je dirais, c'est l'apprentissage. Parce que comme pour tout, tu vois, quand on maîtrise pas un sujet, forcément on a peur de ça. Tu vois, là pour moi, c'est aussi beaucoup de l'inconnu. Quand on n'ose pas prospecter, entre autres, la première chose qui nous fait peur, c'est parce qu'on ne sait pas, on connaît pas le sujet, on sait pas par où commencer, on sait pas quoi faire. Donc la première chose, ce serait effectivement ça, ce serait d'apprendre déjà à maîtriser le sujet. Comment on fait pour prospecter, comment on fait pour vendre, comment on se présente pour quand on cherche un emploi, comment on essaye de diriger quand même le rendez-vous. Parce que des fois, les entretiens de recrutement, on se présente comme si on était désespéré, mais au final, on a aussi le droit de dire non. On a aussi le droit de dire: «Ah bah non, cette entreprise, ça me parle pas. La personne avec qui j'ai eu un entretien, non, j'ai pas envie de bosser avec. Ça me tente pas». On a aussi ce droit-là et on l'oublie souvent. Et donc, je dirais vraiment ça, cette première casquette concrète, ce serait apprendre la prospection, apprendre la vente, apprendre à trouver un emploi. Parce que ça s'apprend mine de rien. Ensuite, juste après, bah, parenthèse, parce que ça reste quand même aussi un peu important, en tout cas j'ai envie de le rappeler, c'est vraiment d'oser et de se rappeler ses compétences. Très, très essentielles. Tu vois, quitte à les lister et de les lire tous les jours et s'en rappeler constamment, même si ça matche pas avec une entreprise, c'est pas grave, ça matchera avec la suivante. Même si on prospecte 10 entreprises, il y en a 10 qui refusent, il y en aura 10 qui finiront par dire oui tant qu'on persiste. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect résilience qui est important, de se dire que c'est pas confortable, c'est pas toujours agréable, mais ça finira par payer. Donc pour Ouais, moi, la finalement résilience va aussi dans les comptes. une dose d'audace, de courage, Ouais, justement comme tu le disais plus tôt, de sortir de sa zone de confort et de se dire: «J'ai peut-être, jamais, pensé à prospecter ce type de client ou j'ai peut-être, jamais pensé à postuler dans dans ce secteur, dans ce type d'entreprise». Mais finalement, pourquoi pas? Allez, j'ose et puis, bah, c'est vrai qu'au pire, qu'est-ce qui peut se passer? On me dit: «Non». Au pire, on me répond pas, exactement. mais ça va pas changer grand-chose finalement, à la face de ma vie au global. Exactement. C'est vrai qu'on en fait une affaire d'État, ce refus, ou cette peur d'être lourd. La peur de la lourdeur dans la prospection, elle est normale, mais quand on apprend à prospecter, on n'est plus jamais lourd après. C'est vraiment un choix personnel. Ceux qui prennent cette décision-là l'ont choisi d'eux-mêmes. Mais on peut être amené à être lourd dans la prospection, mais par contre le non, effectivement, c'est inconfortable au début, surtout qu'on n'a pas l'habitude qu'on nous dise non, mais au fur et à mesure, à force d'en encaisser et de finir par avoir des oui, on finit par se rendre compte que ça porte ses fruits. Tu vois? Un peu comme la personne qui va préparer, le prochain 50 mètres, à la nage, on va dire, qui va s'entraîner pendant des heures et qui va finir par ça va finir par payer au moment de la compétition.
Donc c'est Et toujours, c'est une toujours un peu compétence aussi, ce hein, genre de de l'acceptation du non. Accepter de pouvoir entendre un non, accepter la frustration qui va avec et puis ouais. le sentiment aussi un peu négatif qu'on peut avoir d'échec, et cetera. Toute cette acceptation-là, c'est une vraie compétence à apprendre, puis à développer et c'est une fois qu'elle est bien développée que finalement, on va réussir à tirer un apprentissage de chacun des non qu'on reçoit pour maximiser nos chances d'avoir un oui, plus tard. Exactement, et une des astuces qu'on peut faire en attendant d'y arriver, c'est de se rappeler son why constamment, ou pourquoi on fait les choses. Ça aide beaucoup. Tu vois, moi, quand je me dis: «Je fais tout ça pour mon fils, je fais ça pour lui offrir un super cadre de vie», quand il y a des moments où j'ai pas envie, je vois une liste de prospection longue comme le bras, je sens que je me suis déjà pris plusieurs refus au bout de plusieurs appels, je relis mon why et je refonce de nouveau. Ça peut beaucoup aider. Ouais, complètement. Comment toi, tu peux, aider ou aiguiller une femme que tu rencontrerais et qui, très clairement t'annonce un prix ou un salaire ou en tout cas une valeur, de ce qu'elle propose bien inférieure à, ce que toi tu connais du marché ou de ce qui se pratique? En tout cas qui quelque chose qui est très factuel, tu vois qu'elle est en dessous, de sa valeur, marchande. La première chose que j'aurais faite, ce serait de lui montrer les chiffres. Parce que la data est hyper importante, tu vois? J'en ai trouvé une très importante ces derniers temps, qui dit que 86% des femmes atteignent leurs objectifs de vente en entreprise contre 78% des hommes. Ça déjà, ça en dit long, tu vois? Rien que le fait de poser cette statistique, ça va déjà l'impressionner. Elle va se rendre compte que finalement, oui, elle est du bon côté du tableau et elle est du côté de ceux qui performent le plus. Donc il faut juste l'apprendre et le comprendre. Donc pour moi, j'aurais commencé par ça, tu vois? Lui montrer les vraies statistiques du marché, lui montrer que donc pareil pour le salaire, si elle est bien en deçà, j'aurais montré la moyenne médiane, donc dans son secteur d'activité, dans sa région si je l'ai, dans le pays si je l'ai aussi, pour qu'elle puisse se rendre compte de la réalité du marché et qu'elle se rende compte qu'elle est bien en deçà. Après, j'aurais certainement creusé avec elle aussi, parce que tout dépend aussi. Est-ce qu'elle est en début d'activité? Ce qui fait qu'elle baisse ses prix parce qu'elle veut d'abord un lancement et ensuite l'augmenter? Ou est-ce que c'est une gêne personnelle? Qu'est-ce qui coince, tu vois? D'abord commencer par aussi la comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'elle a voulu se positionner comme ça? Et selon la décision qu'elle a prise, enfin, selon la raison pour laquelle elle a pris cette décision plutôt, essayer de l'aiguiller le plus possible pour augmenter son tarif. Et là, c'est selon sa personnalité. Tu vois, dans ma manière de travailler, c'est ce que je fais. Je m'adapte aux personnalités des gens, à leurs valeurs, à leur envie de faire. Donc, si tu veux prospecter et que tu es timide et que tu pas envie d'être un gros bourrin, eh ben, tu seras pas un bourrin, tu trouveras la méthode qui te ressemble pour prospecter. Oui, en fait, c'est que chacun a une compétence finalement un petit peu différente à travailler. Tu disais si quelqu'un est plutôt timide, c'est des compétences, précises à aller, travailler. Alors que si finalement on a plutôt un biais de, par exemple, confiance en soi parce que je pense que j'ai pas une grande valeur dans ce que j'ai à proposer, c'est d'autres compétences à aller travailler et en fonction de chaque situation, on va pouvoir équilibrer la balance en mettant du travail, des apprentissages en contrebalançant nos biais cognitifs qui nous poussent à pas forcément voir notre valeur ou alors à se bloquer, à s'auto-bloquer face à la question de l'argent, quoi, tout simplement. Exactement, ouais. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a un gros travail sur les biais cognitifs, un gros travail sur la personnalité aussi, mais surtout quand on aborde la prospection et la vente, ou en tout cas tout ce qui est lié à l'argent, il y a aussi cette question, comme tu le disais tout à l'heure, d'audace. Oser incarner, oser assumer, oser y aller, même si on n'est pas d'accord avec nous, même si on n'est pas sûr que ça fonctionne, même si on pense parfois se griller une opportunité, parfois c'est tout l'inverse qui se produit. Tu vois, ça m'est arrivé d'ailleurs une fois en début de carrière, d'avoir, osé, avoir le culot de poser sur la table en disant: «Moi, je veux ça comme salaire». J'avais 23 ans à l'époque. «Je veux ça comme salaire, sinon je viens pas». Et ben, ça a marché. Pourtant, j'étais comme ça au moment de le faire. Je me suis dit: «Oh là là, je vais me griller une opportunité, qu'est-ce que je fais?» Et finalement, je l'ai fait et ça a matché. C'est quoi le conseil le plus utile qu'on t'ait donné sur justement cette question de valeur et d'argent qui t'a le plus servi derrière? Vraiment qui t'a été le plus utile? Ah, alors j'en ai plusieurs en tête. Le premier, c'est celui où on m'a dit que ma valeur ne dépendait pas de ce que j'avais dans mon porte-monnaie. Au départ, j'étais pas trop d'accord parce que j'étais jeune en plus, donc quand on m'a dit ça, je disais: «Mais n'importe quoi, tu vu comment on traite les riches dans ce monde?» et cetera. Je suis pas d'accord avec ça et finalement, je me suis rendu compte que si, la valeur intrinsèque et profonde d'une personne ne se mesure effectivement pas à l'argent. Tu vois? Et ça a été un des premiers déclics que j'ai eu, mais ça a mis du temps parce qu'il a fallu que je le vive et que je le traverse en expérience pour me rendre compte que c'était vrai. Ça, j'avoue que c'était une des premières choses. La deuxième qui m'a été dite, alors c'était pas totalement un lien, il y avait pas vraiment de lien entre la valeur et l'argent, mais c'était plus le rapport au non.
tu vois, au refus des gens, quand tu peux avoir une proposition d'une part ou d'une autre, ou même quand tu as tout donné en entretien, ça m'est déjà arrivé aussi. Tu donnes tout en entretien et à la finale, tu es persuadé d'être recruté, on te dit non, tu vois? Ça arrive, c'est normal, mais on m'a surtout appris à accepter ce non parce qu'il y a toujours de belles portes qui peuvent s'ouvrir derrière. Et c'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas, j'ai eu la chance dans ma vie où les non m'ont ramené à des oui plus beaux que les oui que je visais au départ. Tu vois, mais il a fallu le vivre pour s'en rendre compte. Donc, tu vois, en ce qui concerne la valeur et l'argent, pour moi, effectivement, je rejoins aujourd'hui, après toutes ces années, je rejoins enfin cette phrase en étant pleinement alignée avec elle. Oui, notre valeur n'est pas liée à l'argent qu'on a. C'est un système sociétal qui fait que, mais intrinsèquement, non. On a quand même une véritable valeur en dehors de l'argent. Et aujourd'hui, après tout ce parcours que tu as, quelle est la compétence que toi, tu as encore envie d'aller développer? Je peux avoir parfois une petite tendance à la procrastination, c'est rare, mais ça arrive. Ça m'arrive d'avoir un peu la flemme, surtout quand si tu sais, quand tu es entrepreneur, tu fais partie des gens qui peuvent être parfois un peu isolés, de se dire: «Oh non, aujourd'hui, j'ai pas envie». Tu vois, j'ai mes rendez-vous, je fais mes rendez-vous, mais entre-temps, je devais faire 4, 5, 6 heures de prospection. Oh non, j'ai pas envie. Donc ouais, peut-être aller chercher ce côté persévérance dans tous les cas. Discipline, je dirais, parce que du coup là, c'est plus de la motivation, mais de la discipline, donc que je pourrais avoir au quotidien. Ce truc-là, j'ai envie de le récupérer et de me remotiver un peu plus. On arrive déjà à la fin de notre échange. C'était riche, Ouais. c'était intense. Mais avant de se quitter, c'est le moment de ton petit défi. Qu'est-ce que tu vas nous amener à faire cette semaine? Alors, pour le défi de cette semaine, donc j'encourage nos auditrices à oser. Donc, osez fixer un salaire que vous voulez et osez l'assumer en rendez-vous. Le porter pleinement. C'est vous qui allez à l'initiative du rendez-vous. Si votre boss vous l'a pas donné, vous allez à l'initiative du rendez-vous. Vous dites ce que vous voulez sur la table. Vous osez jusqu'au bout. Vous serez fiers de vous, ça j'en ai aucun doute. Et pour celles qui sont du coup plutôt entrepreneurs, osez contacter un premier prospect que vous n'avez jamais contacté par vous-même, en assumant les tarifs que vous allez donner, en refusant de faire des remises au prétexte qu'il pourrait dire oui, pas qu'il pourrait dire oui mais qu'il le fait pas parce qu'il y a un tarif derrière qui est trop élevé. Donc j'aurais tendance à dire osez faire ce premier pas qui va changer finalement le reste de vos finances, pas forcément de vos vies mais de vos finances. Allez, full audace cette semaine. On ose toutes aller décrocher un rendez-vous, celui qu'on vise, notre client un peu chouchou, celui qu'on n'a jamais osé contacter, notre manager un petit peu récalcitrant. On y va, full audace. Exactement, Merci beaucoup, Amy, d'être venue partager tout ça avec grand avec nous plaisir. aujourd'hui. À bientôt. À bientôt, merci. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.